Ok, on continue sur la régression lasso. Je vais directement basculer sur mes slides. Ce sera plus simple. Hum. Ok, donc on avait évoqué cette histoire de contraction et la manière dont finalement Ridge transformait l'estimateur par moindre carré. Alors, dans un cas très particulier, qui est le cas des variables orthogonales, mais à partir du moment où je pense qu'on comprend le cas des variables orthogonales, on va juste admettre que c'est un bricolage autour de ça. Je vais essayer de rediscuter un petit peu en particulier cette fonction avec le signe de mon estimateur par moindre carré multiplié par cette fonction un peu particulière qui était la valeur absolue de mon bêta chapeau par moindre carré, moins le lambda dont je prenais la partie positive. Okay. Je vais juste vous en parler un petit peu parce que ça va nous expliquer quel serait l'algorithme qu'on peut mettre en place. Le problème venait d'où? Le problème venait du fait qu'on avait cette valeur absolue qui traînait. La valeur absolue, elle n'est pas différenciable. Okay. Donc, si jamais je voulais faire les choses de manière un peu plus propre, je pourrais introduire une sous-différentielle, un sous-gradient. Okay. En notant que quand j'ai une fonction à valeur absolue, alors je vais vous le refaire sur un petit dessin, la valeur absolue elle va ressembler à quelque chose qui est comme ça. Okay. Donc, je vais juste remettre les deux axes. Hein. Donc, j'ai cette fonction euh, euh, valeur absolue de x. Okay. Donc, si jamais j'essaye de regarder un peu la dérivée de cette fonction-là, à quoi elle ressemble, si jamais je me place en n'importe quel point qui n'est pas en zéro, dans ces cas-là, la fonction est différentielle. Dans le sens où si jamais je me place en un point qui est à gauche, par exemple, donc je suis sur un point qui est négatif, mais dans ces cas-là, la pente de ma valeur absolue, elle vaut rigoureusement moins 1. Okay. Donc dès lors que je suis sur un point qui est à gauche, il n'y a pas de souci, la pente, la dérivée existe. Okay. En l'occurrence, ce sous-gradient est tout simplement un singleton, un seul point, qui vaut moins 1. Okay. Si je me place juste à droite, dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. C'est au contraire plus 1. Okay. Donc mon sous-gradient là, il ressemble tout simplement à un gradient. La seule difficulté, c'est le point 0. Et quand je me place en 0, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs valeurs possibles. Alors, les valeurs possibles, elles sont quoi? Je vous rappelle que j'ai cette valeur absolue. En fait, l'ensemble des valeurs possibles pour mon sous-gradient, c'est quoi? C'est toutes les valeurs qui sont comprises dans ces deux cônes, okay, qui sont n'importe quelle valeur qui est ici. Okay. Donc, c'est bien un sous-gradient dans le sens où n'importe lesquelles de ces fonctions est tangente à mon point 0, 0, okay, et se trouve sous la courbe. Okay. C'est le principe d'une courbe tangente. Une courbe tangente dans une fonction convexe, c'est une courbe qui colle la fonction convexe, qui est juste en dessous. Donc on retrouve cette propriété de tangence. Là, le souci, c'est que quand j'ai une singularité, enfin quand j'ai une dérivée qui va être non continue, ça me donne potentiellement plusieurs valeurs. Okay. Donc généralement, quand je vais arriver avec une certaine pente, donc supposons que j'arrive avec une pente comme ça, dans ces cas-là, je peux avoir une pente qui va commencer ici, puis je vais monter jusqu'à arriver à l'autre pente. Okay. Donc, si j'ai une dérivée à gauche et une dérivée à droite, je vais avoir un ensemble de sous-gradients qui sont tout simplement les droites qui sont inclus dans ces deux cônes. Donc, qui sont les deux ensembles qui sont à gauche et à droite. Okay. Donc, j'ai ces deux ensembles-là. Donc, j'ai n'importe quelle valeur, en fait, n'importe quelle droite dont la pente serait comprise entre moins 1, qui est la valeur que j'avais à gauche, et puis je vais pouvoir remonter jusqu'à plus 1. Okay. Donc, toutes ces droites-là sont finalement des courbes tangentes possibles. Okay. Donc, j'ai juste cette petite subtilité qui est que mon sous-gradient en 0, c'est exactement l'intervalle moins 1 plus 1, okay, qui peut atteindre moins 1 et plus 1 d'ailleurs, mais peu importe. Okay, donc, comment est-ce que je fais pour minimiser ma fonction si je veux le faire de manière un peu plus propre? Ça revient à dire que 0 appartient au gradient de ma fonction. Alors, l'avantage du gradient de la fonction, c'est que je retrouve ici tout simplement la dérivée de ma fonction, puisque ma fonction était dérivable, donc c'est la dérivée de ma fonction quadratique, donc c'est cette fonction linéaire. Et à droite, je récupère lambda multiplié par le sous-gradient en bêta étoile. Okay. Donc je mets un bêta étoile pour rappeler qu'on fait un problème d'optimisation. Okay. Et en fait, il s'avère qu'on peut réécrire cette chose-là. On peut réécrire tout simplement, parce qu'en fait, ici, on reconnaît quelque chose qui nous fait très fortement penser à du bêta chapeau, à notre estimateur par moindre carré. Okay. Donc en fait, on peut montrer et en particulier, ça sera le cas si j'ai des variables qui sont orthogonales. Donc, si jamais mon x transposé x est une variable, et c'est la matrice identité, dans ces cas-là, on peut montrer que notre condition du premier ordre va s'écrire de la manière suivante. Alors, comme je suis, encore une fois, avec des composantes orthogonales,
Je vous rappelle qu'on a le théorème de Frigeot qui nous dit que la régression multiple, c'est équivalent à des régressions simples. Et donc, je peux regarder chacun des coefficients individuellement. Mon bêta chapeau J, ce que je peux voir, c'est qu'en la valeur optimale, un bêta étoile, je dois juste montrer en fait que 0 appartient à cet ensemble-là, qui est un bêta étoile J moins bêta au moindre carré J, plus lambda sur 2 multiplié par ce sous-gradient. Okay, donc ça me donne tout simplement les deux fonctions dont on parlait un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que si jamais j'ai une valeur qui est négative, ben dans ces cas-là, j'ai la valeur que j'avais pour mon estimateur par moindre carré plus lambda. Okay, je suis désolé, je n'ai pas repris mon lambda, mon 2 fois lambda, mais c'est plus la valeur de lambda sur 2 ici. Et sinon, si jamais je suis positif, dans ces cas-là, je dois avoir bêta chapeau par moindre carré moins lambda sur 2. Donc on retrouve exactement les valeurs dont on parlait tout à l'heure. Okay, et ça peut s'écrire de manière très très simple. Donc la transformée dont je parlais tout à l'heure, cette fonction h, en fait, elle est connue en optimisation. C'est ce qui s'appelle une fonction de soft thresholding. Donc thresholding, c'est une notion d'écrêtement, okay, mais qui est une version soft. Okay, donc on va avoir cette fonction qui est tout simplement le signe. Donc ce S, un indice gamma pris en Z, c'est le signe de Z multiplié par la partie positive de la valeur absolue de Z moins gamma. Okay. Et ce qu'on montre tout simplement, c'est qu'en fait, le lasso, c'est tout simplement cette fonction de soft thresholding. Donc, on retrouve ici un certain S gamma de mon estimateur par moindre carré. Okay. Et le gamma va être directement lié à mon lambda. D'accord. Donc, la notion de shrinkage qui s'opère ici, dans le cas du lasso, elle était très simple. Hein. C'était juste, on multiplie par un certain coefficient. Donc, c'est vraiment l'opération de contraction standard. Ici, c'est une opération qui est un peu plus compliquée, mais qu'on peut interpréter de manière très simple. C'est cette fonction de soft thresholding. D'accord. Donc, c'est ça qu'on va essayer d'utiliser. Alors, si jamais j'essaie de le faire de manière un peu plus générale, en fait, on peut montrer que le problème d'optimisation qu'on essaye de résoudre va s'écrire de la manière suivante. Donc, je vais chercher à minimiser cette fonction-là. Donc, on voit apparaître un problème de moindre carré avec un terme de pénalisation. La seule chose, c'est que je réécris mon terme de moindre carré. Je vais le réécrire comment? Je vais le réécrire composante par composante. Okay. Donc, supposons que j'avais P variable explicative, ou P ou K, enfin, j'ai toujours dans tous mes slides, j'ai toujours la confusion entre le P et le K. Okay. Surtout ici que je n'ai pas de terme de constante ici. Qu'est-ce que c'est que ce R? En fait, R correspond au modèle que j'aurais construit si jamais je n'avais pas utilisé la JM variable explicative. Okay, donc, c'est le vecteur des résidus. Ce n'est pas des résidus, c'est plutôt la différence entre ce que j'observe et ce que me prédirait mon modèle si jamais je n'avais pas la JM composante. Okay, donc, c'est une espèce de vecteur de résidus sans la JM variable. D'accord, et j'essaie de voir à quel point est-ce que la JM variable J me permet d'approcher ce résidu. Okay, donc, on va admettre que c'est possible de l'écrire. Encore une fois, si vous voulez la preuve, prenez les livres dont j'ai parlé, en particulier le livre de Trevor Astley, de sparsité. Donc, on peut réécrire ce problème-là de cette forme-là. Et l'avantage, c'est que ce problème-là, il est relativement simple à réécrire, parce que je peux le séparer de cette manière-là. Okay, donc, je vois apparaître essentiellement mes trois termes. Un terme quadratique en bêta J, un terme linéaire en bêta J, puis un terme qui fait intervenir cette valeur absolue de bêta J. Et dans ces cas-là, on récupère tout simplement un estimateur qui fait, une valeur qui va faire intervenir cette fonction de soft thresholding, okay, avec un paramètre qui sera n fois lambda, okay, appliqué en RJ transposé multiplié par XJ. Okay. L'idée n'est pas forcément de comprendre toute la logique, mais de noter qu'on arrive sur une formule qui est relativement simple, parce qu'en fait, je peux l'utiliser dans un algorithme. Okay. Et ça va être très très lié à une histoire. Et l'intérêt de passer par cette décomposition suivant mes composantes, c'est qu'on voit apparaître quelque chose qu'on avait déjà évoqué, qui est une descente de gradient composante par composante. Okay, donc j'ai le droit de faire ça. Je vous avais donné la justification théorique entre guillemets dans une première série de capsules. Okay, là, on va essentiellement l'utiliser. Alors, c'est caché ici, mais c'est exactement ce qu'on va faire. D'accord. Donc, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je peux construire mon estimateur, enfin mon bêta chapeau J, tout simplement en notant que j'ai un petit opérateur qui est juste une variance de ma JM variable. Okay, et ensuite, j'ai ma fonction de soft thresholding qui s'applique à quelque chose qu'on reconnaît, qui est tout simplement une somme des x et ij multipliée par un terme d'erreur. D'accord. Donc, on retrouve des grandeurs qu'on connaît. La seule chose, c'est qu'on
on a cet opérateur un S qui apparaît ici. Je vais juste mentionner un truc, c'est qu'en fait, je fais des moindres carrés, mais en fait, je peux faire des moindres carrés pondérés. Okay. Je le mets de côté parce qu'en fait, ça sera utile. La petite parenthèse, elle sert à quoi? C'est juste parce que, si vous vous souvenez, les GLM, je peux les voir comme étant des moindres carrés pondérés itérés. Okay. Donc, en fait, à partir du moment où je suis capable de faire des moindres, des OLS, du lasso avec des poids, en fait, il n'y a pas de souci, je pourrais faire des GLM. Okay. Le trick pour pouvoir passer au GLM, il est là. Et il est basé sur ces histoires de poids. Okay. Donc, j'ai le droit d'introduire des poids. Okay. Donc, j'introduis juste ces petits poids ici. Voilà. Okay. Donc, comment est-ce que je vais mettre en place mon algorithme? L'algorithme pour faire de l'OLS lasso, il est très très simple. Et en fait, c'est vraiment juste basé sur cette histoire de descente de gradient composante par composante. Donc, au lieu de dire, quand je suis dans un point, je vais chercher la plus grande pente et je vais aller dessus, je vais d'abord y aller dans la direction X1, puis après dans la direction X2, puis dans la direction X1, puis X2, puis X1. Okay. Donc, je renvoie la capsule que j'avais faite sur cette histoire d'optimisation. Mais c'est vraiment ça qu'on va exploiter ici. Donc, comment est-ce que ça va passer? Alors, c'est juste un algorithme, encore une fois, itératif, okay, de descente de gradient. Donc, j'ai juste besoin d'un estimateur de base. Comment est-ce que je peux commencer? Le plus simple, c'est de partir d'un estimateur standard. Donc, je peux mettre par exemple des valeurs. Alors, ce qu'il faut juste, c'est le faire avec une constante parce qu'il faut s'assurer quand même qu'il n'y a pas de souci. Donc, l'histoire de la constante, c'est toujours un peu pénible dans le lasso parce qu'on voudrait ne pas l'avoir dans notre problème, mais numériquement, si on ne l'a pas, ça peut être dangereux. Okay. Donc, je vais prendre une valeur constante que je vais mettre comme étant la valeur moyenne de mes observations Y, pas la moyenne de mes résidus. Okay. Puis, je vais prendre un certain bêta 0. Okay. Donc, comment est-ce que je vais mettre à jour? Je vais prendre mon alpha qui sera la moyenne de mes Y, je vais prendre mes alpha J qui seront tout simplement mon coefficient que j'avais en bêta J, et je vais mettre à jour ces alpha en tournant sur l'ensemble de mes variables explicatives. Okay. Donc, je vais y aller composante par composante, et puis à la fin, j'aurai un nouvel estimateur, puis je reviens, puis je remets à jour ces alpha, puis je réinitialise mes bêta, puis je reviens. Et donc, on va avoir cette procédure itérative toute simple. Okay. Donc, l'étape, c'est quoi? Donc, l'étape intermédiaire, c'est tout simplement, on va se placer sur chacune des composantes. Donc, quand je suis sur une composante J, qu'est-ce que je fais? Je calcule mes résidus. Donc, tout simplement, en gros, je vais faire une régression de mes Z. Alors, j'ai oublié peut-être de définir les Z ici. Je vais essayer de les rajouter quelque part. Mais en l'occurrence, ça doit correspondre à mon Y ici. Donc, je fais juste ma régression de mon Y sur mes... je regarde les résidus, en fait, ce que je n'ai pas réussi à expliquer par mes variables explicatives, sauf la JM. Okay. Ensuite, je vais prendre le terme où je faisais intervenir cette somme des résidus multipliés par les XJ. Okay. J'ai l'autre qui faisait intervenir la somme des XJ, et je vais tout simplement prendre la valeur alpha dont on parlait tantôt. Okay. Et puis, je vais tout simplement itérer sur ces valeurs-là, puis à la fin, je vais récupérer mes valeurs bêta. Okay. Donc, l'algorithme qui est mis en place, c'est celui-là. Okay. Le gros intérêt, c'est que, et c'est caché ici, c'est cette fonction qui se cache là, essentiellement parce que cette valeur-là peut vous donner des valeurs rigoureusement égales à 0. Okay. Cette fonction-là, pour pas mal de cas, elle vaut exactement 0. Okay. Donc, soit je suis dans R, soit je peux être rigoureusement égal à 0. Donc ça veut dire que j'aurai des valeurs qui ne sont pas proches de 0, mais qui sont rigoureusement nulles. Donc là, on a vraiment un opérateur qui va nous, et un algorithme qui va nous permettre de faire de la sélection de variables. Okay. Alors, je vous montrerai un petit peu les sorties R après. On va essayer juste de discuter un petit peu ce qu'on fait visuellement. Alors, première chose, on n'a pas de solution explicite. Hein. Contrairement à du Ridge, donc avec Ridge, on avait une forme explicite de notre solution. Ici, j'en ai pas. C'est purement numérique. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté tout d'abord par l'algorithme, parce que sans algorithme, je n'ai pas de solution, okay, puisque je n'ai pas de forme analytique pour mon expression. Ce qu'on peut montrer, c'est qu'on a les mêmes propriétés que pour Ridge, dans le sens où si jamais je prends un lambda qui tend vers 0, j'ai mon estimateur par moindre carré. Si je pars à l'infini, j'ai mon estimateur qui vaut 0. Alors, on peut le voir exactement comme je l'avais fait sur mes cercles. Si jamais j'ai comme un problème d'optimisation sous contrainte, okay, donc ma pénalisation, ma fonction de moindre carré avec une pénalisation qui partait sur la normale 1, je l'interprète comme étant un problème d'optimisation contraint. Okay. Donc, je dis que mes bêtas doivent être de la normale 1 doit être plus petite qu'une certaine valeur. Donc, par exemple, ici, j'ai un grand carré. Okay, donc ici, je demande à ce que la norme L1 soit plus petite qu'un certain seuil, mais que le seuil est relativement grand. Okay. Dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Mon estimateur lasso, c'est mon estimateur par moindre carré. Okay.
Puis je vais commencer à rétrécir mon S, à contracter mon cercle unité, mon disque, enfin, mon carré en l'occurrence, c'est juste ça dans là, pour qu'elle s'attende vers 0. Et dans ces cas-là, si jamais je prends cette valeur-là, ben on voit que l'estimateur par moindre carré n'est plus dans mon carré. Et dans ces cas-là, je vais être obligé de me déplacer. Encore une fois, il faut que je sois dans mon carré et que je minimise la fonction. Il faut que je sois le plus bleu, le plus sombre possible au niveau du bleu, pour être le plus bas possible, pour minimiser la somme des carrés et des erreurs. Donc le point optimal, c'est celui qui est tracé ici, c'est ce point. Okay, donc on voit qu'on s'est déplacé tranquillement. Je peux continuer à me déplacer comme ça. Donc je vais opérer un shrinkage sur mon carré. Donc je vais avoir mon S qui diminue jusqu'à atteindre un point un peu particulier qui est ce point-là. Okay, où on voit que l'optimum va commencer à se placer sur le coin. Okay, donc au début, je suis sur le bord du carré. Puis au fur et à mesure, je vais tranquillement me déplacer vers un des bords jusqu'à précisément atteindre le bord. Okay, et une fois que je l'ai atteint, dans ces cas-là, on va tendre vers 0 en restant sur le bord. Donc, c'est exactement ce qui est fait ici. J'ai une convergence qui va être linéaire. Okay, donc, on retrouve le caractère fondamentalement linéaire de l'estimateur qu'on construit. Okay, donc, mon lambda va tendre, va se déplacer vers 0 en suivant une droite, contrairement à ce qu'on avait avec Ridge, où on avait cette évolution possiblement un petit peu chaotique. Je vous rappelle, je vous l'avais fait en dimension 3, puis on voyait qu'on y arrivait par une espèce de parabole. Okay. Donc ici, on va tendre vers 0. Et quand j'atteins un bord, je m'arrête. Okay, donc je vais converger vers les bords et ensuite je vais être rigoureusement nul. Donc on va être linéaire par morceau, okay, avec cette propriété très particulière qui est qu'en fait, on va tendre vers un des axes, puis en fait, on va tendre vers le centre, tout simplement en se déplaçant sur les axes. D'accord ? Donc se déplacer le long des axes, ça veut bien dire qu'on fait de la sélection de variables. Voilà. Donc c'est ça qu'on faisait. Alors je vous l'ai juste fait ici dans le cas de la dimension 3. Donc, j'avais mon problème de base de Chicago avec l'incendie expliqué par 3 variables, x1, x2, x3. Dans ces cas-là, on a cette convergence qu'on voit assez mal parce qu'en fait, il y a une variable qui ne sert à rien et dès le départ, en fait, on va commencer par tendre vers. On va commencer par se déplacer. Enfin, on va très vite récupérer du 0 et ensuite, on va se déplacer pour rejoindre cet axe et puis ensuite tendre vers 0. Okay, donc, on a cette convergence suivant les droites qui est cachée en fait derrière cette transformation dans le cas orthogonal, okay, qui est liée à cette histoire de self-thresholding function. D'accord, donc, on a cette fonction où on a en gros la partie positive entre mon estimateur par moindre carré moins lambda, okay, qui va intervenir. Et d'ailleurs, il manque un plus. Okay, donc c'est ça la régression de l'assaut essentiellement. D'accord. Alors, on peut se poser la question de est-ce que je peux trouver un lambda optimal. Alors, ça a été abordé dans un article de Trevor Asti, Raptif Chayani et Friedman de 2009 qui nous montre que oui, on peut essayer de le faire. On peut le faire tout simplement par validation croisée. Okay, je peux le faire par validation croisée avec du k-fold, tout simplement en disant je vais m'amuser sur des ensembles donc, je vais créer K ensemble d'indices. Okay, sur ces ensembles d'indices, je vais considérer l'estimateur obtenu en enlevant un ensemble d'indices. Donc, je vais récupérer cette chose-là. Et ensuite, je vais calculer la somme des carrés des erreurs sur l'estimateur que je vais construire une fois que je l'avais. Donc, où je calcule ma somme des carrés des erreurs sur les données qui ont été enlevées pour faire mon inférence. Okay, c'est vraiment l'idée de validation croisée. J'enlève une partie et je mesure mon critère sur la base des données qui avaient été enlevées pour construire l'estimateur. Donc, c'est toujours cette idée de séparer en deux, d'utiliser des données pour construire et d'utiliser le reste des données pour valider. D'accord. Je continue à raisonner sur un MSE parce que c'est ce qui a le plus de sens. Donc, je suis toujours sur la minimisation, sur la problématique de somme des carrés des erreurs. Okay, et je pourrais aller chercher du lambda étoile qui serait tout simplement la minimisation de cette fonction-là. Okay, donc, qui est la moyenne de la somme des carrés des erreurs, tout simplement. Okay, alors, il s'avère que ça peut faire un petit peu d'overfit, mais on peut faire une petite correction. Mais l'essentiel de l'idée, elle est là quand même, c'est de dire la validation croisée me permet de trouver un lambda optimal. Et ça, c'est une méthode qui est universelle, qui est quand vous avez quand vous introduisez un métaparamètre, un paramètre de tuning, en l'occurrence ce paramètre lambda, on peut le choisir de manière optimale par validation croisée. Donc ça vient à dire quoi? Ça vient à dire je vais me créer essentiellement avec du k-fold, je vais me créer 10 partitions, je vais enlever les premiers 10%, je vais fitter mon modèle sur les 90% qui restent et je vais regarder ce qui se passe sur les 10% qui restent avec un lambda fixé et je vais faire ça pour une centaine de variables lambda.
Okay, donc ça, c'est fait automatiquement sur R. On verra, on a une fonction qui nous montre l'évolution de ce MSE en fonction du lambda, puis on essaye de trouver où se trouve quelque part la valeur minimale. D'accord. Donc, juste pour vous montrer comment ça se passe avec R, donc je vous avais dit, on a le package GLMNet qui permet de faire une régression ridge. En fait, on peut aussi faire une régression lasso. Okay. La seule subtilité, c'est sur donc on a cette fonction GLMNet, on a le paramètre alpha. Alpha égale 0, ça correspond à du ridge. Alpha égale 1, ça correspond à du lasso. Okay. Alors, le alpha, encore une fois, je le présenterai un peu plus tard parce que c'est lié à une autre fonction de perte qui est ce qu'on appelle la notion de LSTickNet. Okay. Voilà. Le premier, ça correspond à une perte, une pénalisation L2, l'autre, c'est une pénalisation L1. Donc, il ne faut juste pas confondre le alpha avec le coefficient. Okay. Il faut juste se souvenir que alpha égale 0, c'est ridge, alpha égale 1, c'est du lasso. Okay. Donc là, je vais faire la même chose que ce que j'avais fait auparavant. Je commence par standardiser. Okay. Je crée ma matrice X et je fais tout simplement ma régression lasso dans laquelle je vais expliquer ma variable Y qui est le nombre d'incendies à Chicago expliqué par mes variables X. Okay. Donc ici, je vous ai fait deux graphes, le graphe en fonction des lambda et j'ai rajouté un autre graphe qui est en fonction de la norme L1. Okay. Donc ici, on voit l'évolution en fonction de log de lambda. Donc ici, si jamais je regarde la lambda donnée, ici, je récupère du bêta chapeau, alors je ne sais plus lequel c'est, mais on va dire bêta chapeau 1 lambda. Okay. Ici, j'ai du bêta chapeau 3 lambda, et ici, de mémoire, c'est bêta chapeau 2 lambda. D'accord. Donc, ce qu'on voit, c'est que, en fait, la courbe rouge, elle est quasiment rouge tout le temps. Donc, en fait, cette variable-là, elle ne sert pas dès le départ. Okay. Donc, très, très, très rapidement, on va la coller à 0. Okay. Alors, il n'y a pas besoin d'introduire un lambda très grand donc, pour que ce soit égal à 0. Et ensuite, on voit une évolution assez classique de nos courbes qui est, on va avoir ce shrinkage. Donc, on va converger. Alors, on a une fonction qui n'est pas tout à fait du même ordre que celle qu'on avait auparavant. Quand on avait fait du lasso, on avait plutôt des fonctions qui étaient convexes ou concaves, suivant qu'on regardait les valeurs positives ou négatives. Mais en gros, on avait des fonctions qui convergeaient très vite vers 0. Alors que là, au contraire, on a l'impression qu'on tend lentement vers 0. Okay. Alors ça, c'est sûrement lié au fait que j'ai une transformation log derrière, de R moins lambda. Donc on a cette convergence vers 0, puis au bout d'un moment, ça s'annule. Donc la grande force, c'est vraiment ça, c'est tout d'un coup, ici, j'atteins rigoureusement la valeur 0. Et ensuite, je reste à 0. Okay. Donc j'ai vraiment fait une sélection de variables, dans le sens où il me dit, si jamais je ne dois garder qu'une variable, dans ces cas-là, je me place à peu près par ici, et on voit que la seule variable que je garde, c'est la variable verte. Okay. Donc il vous donne une notion d'importance de variable. Okay. On voit que la courbe verte, elle s'annule plus tard, et donc j'ai plutôt intérêt à garder cette variable verte. Okay. Donc la variable verte est potentiellement plus intéressante. La variable 2 est sûrement la variable bleue est sûrement intéressante aussi. Okay. Assez vite, on voit qu'on a besoin de la prendre, elle nous explique quelque chose, et la mettre ne coûte pas grand-chose, quelque chose comme ça. Par contre, la rouge, elle ne sert strictement à rien. Donc la variable 3 ne me sert à rien, et donc je ne la mets pas. Okay. Sur le graphe du bas, je le fais non pas en fonction du lambda, mais en fonction de la norme L1 associée. Okay. Donc on voit apparaître tout d'un coup sur la toute fin, effectivement, donc ici, c'est ce que j'aurai quand j'ai comme ma norme L1 vaut 1, ça veut dire que j'ai mes trois variables. Okay. On voit que la variable 3, la variable rouge, elle apparaît de manière infime. Okay. Donc en fait, très vite, elle va s'annuler, alors que les autres vont mettre plus de temps à s'annuler. Okay. Donc ça, c'est les graphes classiques de sortie de lasso. D'accord. Et donc, je peux lui demander n'importe quelle valeur. Donc, par exemple, et c'est l'intérêt de cette méthode-là, si jamais je lui demande, par exemple, donc j'ai ma sortie GLM, alors j'ai appelé ça GLM lasso, je ne sais pas pourquoi. GLM lasso, Gaussien LM lasso. Quand je regarde la 10e valeur, donc pour le 10e lambda qui m'était proposé, on voit qu'ici, il met une valeur qui est rigoureusement égale à 0. Et vous pouvez aller avec autant de précision que vous voulez, c'est 0. Okay. Donc, il a vraiment fait de la sélection de variables. Il vous a vraiment mis les coefficients à 0. Donc, il vous dit ici, les seuls deux coefficients qui m'intéressent, c'est x3 et x2. D'accord. Si jamais je vais beaucoup plus loin, donc avec un lambda qui est beaucoup plus grand, dans ces cas-là, on voit que, pardon, c'est beaucoup plus petit, on voit qu'on va garder les trois. Okay. Donc, cette fois-ci, je suis très proche de 0 sur cette variable-là, mais assez vite, elle va s'annuler. D'accord. Donc, c'est vraiment le graphe que j'avais fait tout à l'heure, le plot en fonction de lambda. Alors, il y a aussi une autre fonction qui est intéressante, c'est celle de validation croisée. Okay. Donc, j'ai une fonction qui est cross-validation, GLMNet, okay, où je fais tout simplement les mêmes paramètres que tout à l'heure, c'est-à-dire ma matrice de variables explicatives X, mon vecteur Y,
je dis que je suis dans un problème gaussien, ok, pour dire que je fais des moindres carrés, que ma fonction objective, c'est la somme de carrés des erreurs, et je fais du alpha égale 1. Et quand vous faites le plot, vous avez cette fonction-là. Okay. Donc ici, j'ai mon MSE, okay, qui vous dit, voilà l'évolution de la courbe. Alors on voit qu'on est très très plat au début, puis ensuite ça remonte. Donc quand mon lambda est trop grand, dans ces cas-là, on voit que le MSE va se détériorer. D'accord. Donc il semblerait que la fonction... Alors, il nous donne deux bornes, okay, qui sont ces bornes-là. Donc il vous dit que les valeurs qui sont entre ces deux valeurs-là sont les valeurs qui vous donnent une valeur minimale optimale. Okay. Donc ici, j'ai mon min. Donc il vous suggère de prendre un lambda qui est l'ordre de 0.023 pour avoir un lambda optimal. Moi, je ne vous encourage pas à utiliser cette fonction-là, essentiellement parce que un gros intérêt de cette approche lasso, c'est de faire la sélection de variables. Donc plutôt d'utiliser les graphiques tels que je vous l'ai présenté ici, okay, où on a quand même ce graphique en haut qui est très intéressant pour montrer l'importance des variables. D'accord. Donc, j'aurais plutôt envie de vous suggérer d'utiliser du lasso pour faire la sélection de variables. Donc, retenez plutôt ça plutôt que de regarder le graphe par validation croisée. Okay. Donc, je vous ai fait ici quelques petits exemples juste pour illustrer les choses. Donc, je vous ai juste fait ce qui se passait en normalisant et sans normaliser. Okay. Donc, ici, je normalise mes variables. Et encore une fois, je vous encourage à le faire, essentiellement parce que votre pénalisation qui est basée sur une norme de vos bêtas n'a de sens que si vos bêtas sont comparables. Okay. Ici, c'est ce que j'obtiendrais si je ne normalisais pas. Donc, on voit qu'on raconte à peu près la même histoire. On voit qu'il nous encourage plutôt à garder la variable bleue, si vous en voulez une seule. Assez vite, quand même, il vous dit que la variable rouge est intéressante. Mais par exemple, ici, la variable 3, elle garde un petit peu d'intérêt, la variable jaune. Alors que nous, on ne l'avait pas trop observé. On ne l'observe pas trop, en fait, sur les données normalisées. On voit que c'est vraiment non significatif. C'est vraiment infinitésimal. Et donc, on ne le voit pas trop. Okay. Mais par contre, on voit une grosse différence entre le rouge et le bleu, alors que fondamentalement, les deux variables sont quand même du même ordre. Alors, je suis quand même ici, j'aurais envie de dire, en valeur absolue, mon coefficient en bleu est plus intéressant, donc j'ai plus envie de l'utiliser. Mais on voit que si jamais je n'ai pas normalisé, ça donne une espèce de fausse impression que bleu est vraiment très, 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 très important. Okay. Donc c'est ça un peu qui est raconté avec ce graphe. Alors, juste pour conclure, je suis désolé si la capsule est un peu longue, je vais juste introduire une extension possible, c'est la notion d'élastic net, qui consiste à dire, ok, j'ai toujours ma minimisation de la somme des carrés des erreurs, mais pour le moment, on avait pris du L1, on avait pris du L2, qu'est-ce qui se passe si jamais je prenais une combinaison linéaire des deux, une combinaison convexe des deux? Donc l'idée d'élastic net est de dire, ben, en fait, au lieu d'avoir la norme L1 de mon bêta ou la norme L2 de mon coefficient, je vais introduire quelque chose qui serait de la forme 1 moins alpha, la norme L2, plus alpha, la norme L1. Okay. Donc c'est la fonction qui est indiquée ici. Je suis désolé si jamais mon crochet se termine pile poil au niveau de la bordure. Il s'avère que cette fonction-là est relativement intéressante parce qu'elle vérifie deux propriétés. La première, c'est que cette fois-ci, on récupère des fonctions qui sont strictement convexes. D'accord. Donc on récupère quelque chose qui numériquement est un peu plus intéressant. Mais on a en plus une propriété de sparsité qui est obtenue ici. Donc je vous ai fait ici la version Ridge. Alors j'ai repris la base avec les 20 variables. Alors je suis désolé, c'est sur un problème de salaire. Donc il n'y a pas de souci, j'ai le droit de le faire. Donc ici j'ai mon Ridge. Ici j'ai mon lasso. Okay, donc on retrouve le fait que Ridge se contente d'écraser vos composantes, mais vous ne les mettez pas à zéro, alors que le lasso au contraire vous met rigoureusement du zéro. C'est ce qu'on observe par exemple sur cette variable. On voit que avant ce certain lambda étoile, j'étais rigoureusement à zéro, puis ensuite je décolle. Okay. Alors que sinon, avec du Ridge, on va tendre tranquillement vers zéro, mais sans vraiment l'atteindre. Quand je fais du elastic net, donc qui est le graphe au centre, on retrouve la même propriété qui est que je vais tendre aussi vers zéro. Enfin, tendre vers zéro, puis y rester, et donc avoir une propriété de sparsité. Donc j'ai rigoureusement une valeur qui va être égale à zéro. Donc l'élastic net peut être une solution intéressante, et on voit que les deux graphes sont très très proches. Okay. C'est juste que d'un point de vue théorique, celui du milieu est un peu plus simple à calculer que l'estimateur par lasso. Okay. Donc je vous remontre juste la différence entre du lasso et de l'élastic net. Okay.
Donc, vous avez le lasso qui est le même graphe que celui que j'avais mis auparavant, puis la version ElasticNet, et on voit que ça change vraiment pas grand-chose. Ça vous change un peu les valeurs. Donc, par exemple, ici, je m'annule à des valeurs un petit peu différentes. Donc, on voit pas, il n'y a pas vraiment de différence, mais voilà, numériquement, les valeurs sont un tout petit peu différentes. Et je vais peut-être m'arrêter là. Je vous ai juste mis quelque chose à la fin qui est une espèce d'utilisation de la régression Ridge. Donc pour revenir sur le point introductif que j'avais fait, sur le fait qu'il y avait un lien entre Ridge et les gammes, j'ai essayé de le formaliser un tout petit peu ici, parce qu'effectivement, il y a un lien très fort qui existe entre la régression Ridge et les méthodes de lissage. Et en fait, c'est des choses qui ont été proposées. Donc vous avez des packages maintenant qui permettent de faire ça, qui permettent de voir si jamais vous voulez rajouter une composante non linéaire dans votre modèle. Donc, on peut rajouter une pénalisation sur la partie non linéaire. Je n'irai pas beaucoup plus loin, je peux vous renvoyer à cet article si jamais ça vous intéresse, mais il y a des méthodes, en particulier, ça a été adapté à du lasso, qui permettent de faire de la sélection de variables quand on a des problèmes, et je crois que je le mets ici, voilà, où je peux pardon, faire la sélection de variables sur des modèles. Donc, soit je ne mets pas de la variable, soit je mets la variable de manière linéaire, soit je la mets de manière non linéaire. Donc, on a une approche assez jolie qui va quand même un peu au-delà de ce que je pensais faire dans le cours. Donc, je vous évoque juste ça pour vous dire qu'il y a beaucoup d'extensions de ces méthodes lasso et de ces histoires de sélection de variables, de sélectionner des variables. On n'est pas juste obligé de le faire dans ce modèle linéaire, c'est que je peux aussi le faire dans un modèle non linéaire pour me dire est-ce que je veux mettre la variable, est-ce que je veux mettre la variable en linéaire ou est-ce que je veux la mettre de manière plus générale. Okay. Donc, il y a aussi des choses sur les graphes pour savoir si jamais des connexions sont significatives ou pas. Il y a beaucoup d'extensions de cette méthode lasso qui consiste à utiliser une pénalisation qui est une version convexifiée de la pénalisation L0, okay, qui est intéressante parce qu'elle nous donne de la sparsité, mais en plus pour lesquelles on a des algorithmes pour pouvoir obtenir des solutions. Okay. Je m'arrête là, en tout cas pour la partie sur les moindres carrés. Je vous ferai une petite capsule juste après sur l'extension au modèle GLM, mais encore une fois, j'ai déjà donné l'astuce. L'astuce, elle était dans le fait que en fait, mon algorithme, pour faire du lasso avec de l'OLS, je peux mettre des poids. Okay. Et en fait, si jamais vous vous souvenez que des GLM, c'est juste des régressions pondérées itérées, dans ces cas-là, il va suffire de faire ces procédures de manière itérative pour pouvoir récupérer un estimateur dans un contexte GLM. Okay. C'est juste ça qui va être mis en œuvre. La théorie, elle est simple. Ce que je vais juste vous montrer, c'est essentiellement des applications. OK. À très bientôt.